je me suis rendu compte à quel point j'avais bien fait de ne pas me laisser couler. Parce que donc, oui, j'ai vu à quel point c'était facile de décrocher. Je me suis rendu compte également quel bonheur c'était simplement de pouvoir partager un café avec des personnes, etc. Et se dire que les petites choses insignifiantes peuvent revêtir une importance démesurée. Une pâquerette peut avoir autant d'importance qu'un bouquet de roses. Bonjour, bienvenue sur le podcast Le vent d'un nouveau monde. Je vous emmène à la rencontre de personnes dont le parcours ou ce qu'elles offrent au monde m'inspire ou m'aide à avancer. Car ces rencontres, pour moi, sont un moyen de se rencontrer soi et de réaliser que nous sommes peut-être, au fond, tous un peu les mêmes. Et surtout, que nous voulons tous un monde plus juste. Et si l'on commençait à l'incarner, ce nouveau monde, en s'inspirant les uns les autres et en allant à la recherche de solutions? Et si tout commençait par soi? Si tout partait de l'intérieur? Je crois que si l'on arrive ensemble à faire taire nos peurs et à suivre un peu plus notre cœur, nous ferons changer bien des choses. Je vous souhaite une très belle écoute. Je vous retrouve avec la suite de l'interview avec Nathalie. Pour ceux qui ont déjà écouté la première partie de son interview, vous savez que Nathalie est aussi ma maman. Nous aborderons aujourd'hui ensemble des sujets plus profonds, plus douloureux que la dernière fois, car nous parlerons entre autres de dépression et de cancer du sein. Merci du fond du cœur à Nathalie pour son partage et d'avoir accepté que je publie son témoignage. Avec elle, nous parlons aujourd'hui, entre autres, d'assumer le fait de se faire aider, d'aller chez des psys, des coachs, mais nous parlerons aussi de ressentis épidermiques ou encore de dessin, de poésie, et aussi du fait de dépasser ses peurs, qui peuvent être de vraies casseuses de rêves. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, vous trouverez toutes les citations inspirantes dans le descriptif de l'épisode, et n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux si vous voulez suivre un peu plus les coulisses du podcast. Maintenant, j'aimerais aborder un sujet un peu plus lourd. Donc voilà, tu vois si c'est ok aussi d'en parler. Mais donc tu as vécu plusieurs phases de dépression. Oui. Est-ce que tu voudrais nous expliquer ce que c'est que la dépression et comment, entre guillemets, on attrape une dépression? Alors, il peut y avoir plusieurs raisons qui font que on sombre dans la dépression. Tout bêtement, le manque de sommeil, des personnes qui tombent malades parce que donc pendant une période donnée, elles ont un sommeil très haché qui ne leur permet pas de récupérer. Et autrement, on peut être confronté peut-être à un environnement toxique passager. Et moi, pourquoi ai-je fait une dépression? Moi, je crois que il y a plusieurs facteurs qui ont contribué. C'est vrai qu'à un moment, je n'étais plus du tout en phase avec mon travail. J'avais du mal également avec ma vie familiale, ma vie conjugale, et je pense également que il y avait quelque chose de la construction de ma personne qui n'avait pas été pleinement bien fait au moment de l'enfance. Une douleur qui s'est ravivée et qui m'a fait chavirer. Et qu'est-ce qui t'a aidé à en sortir et voilà, quelles sont les solutions pour sortir d'une dépression? Tout le monde est différent et donc il n'y a pas de bonne réponse. Mais moi, j'ai trouvé de l'aide en balayant large. C'est-à-dire que j'ai consulté un médecin spécialiste, j'avais un très bon généraliste, j'ai suivi les conseils d'un coach et donc j'ai changé de travail. Je me suis rendu compte que il y avait des tas de petites choses qu'on pouvait mettre en place autour de soi qui pouvaient vous aider à aller mieux. Et surtout, je crois que une des choses essentielles,
c'est que moi, j'ai jamais hésité à demander de l'aide et à accepter de l'aide. Donc, il y a se protéger de ce qu'on sent ou de ce qu'on sait ou de ce qu'on devine nocif. Donc, essayer de se protéger au mieux, mais également chercher par tous les moyens à se faire du bien, mais à se faire réellement du bien, pas à se faire du bien en noyant son chagrin dans l'alcool, parce que donc ça peut peut-être faire du bien sur le moment, mais donc c'est extrêmement éphémère et ça vous conduit plutôt à vous enfoncer qu'autre chose. Mais donc c'est vrai qu'on peut chercher des moyens de se faire du bien par des tas d'autres biais, que ce soit faire du sport, que ce soit faire de la méditation, que ce soit faire du dessin, du tricot, ou peu importe l'outil, il faut qu'on sache qu'on travaille pour se faire du bien, et il faut bien sûr qu'on soit certain de se faire du bien, qu'on ressente le bien-être, que l'activité, si on adore les plantes vertes et qu'on se met à créer des boutures ou à tailler des bonsaïs chez soi, si c'est ça le secret qui vous permet d'être bien pendant quelques minutes, voire quelques heures par jour, il faut pas hésiter. Et est-ce que tu aurais un autre, un autre conseil ou un autre petit mot ou message pour quelqu'un qui serait en dépression? Je sais que c'est quelque chose de facile à dire et de difficile à entendre, mais il n'y a pas de mauvaise période qui ne se termine. C'est-à-dire que le temps joue en notre faveur. Et donc, quand on est en dépression, on a l'impression que le temps n'avance pas et que de toute façon que les jours se suivent et se ressemblent tous, et que les mauvais moments ou les moments difficiles s'additionnent les uns aux autres. Eh bien, en fin de compte, ce n'est pas vrai. Le temps joue en notre faveur. Bon, il y a des tas de moments qui sont difficiles à faire passer, mais le moindre petit pas vers le bien-être, c'est le début d'un chemin. Et donc le chemin, bon, à certains moments, effectivement, on a l'impression qu'il n'en finit pas et que c'est comme d'aller à Saint-Jacques-de-Compostelle à genoux. Eh bien, non, ça peut aller beaucoup plus vite que ça. Et les jalons que l'on pose sont autant que les petites pierres blanches du petit poussé. Donc, la moindre chose qu'on fait pour aller mieux, même si c'est quelque chose qui paraît très peu, ça peut avoir beaucoup de retentissement par la suite, parce qu'on se rend compte du chemin qu'on parcourt, on se rend compte du chemin qu'on a parcouru, et les petites choses qu'on pose, eh ben, on peut toujours s'accrocher après. Donc les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais donc le fait de faire un peu pour s'aider, eh bien une chose après l'autre, donc ça vous permet de vous stabiliser, de vous accrocher et après de vous grandir. Pendant des années et des années, tu as été suivie par différents thérapeutes ou psy. Qu'est-ce que ça t'a apporté de faire tout ce cheminement par ce biais? Eh bien, je crois que ça m'a longtemps aidé, alors que je n'allais pas forcément très mal, mais je n'allais pas forcément très bien. Donc, ça m'a aidé à continuer mon chemin. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai connu de véritables états dépressifs, si je regarde le chemin parcouru maintenant, je me dis que ça m'a quand même soutenu, et ça m'a peut-être également éclairé ma route à certains moments. Et là, je crois que avec l'expérience, l'âge, chemin faisant, je me dirais que
ça n'a pas été inutile et que finalement je m'en suis pas sortie si mal que ça. Voilà. Donc maintenant, si je suis bien, si à certains moments je ne suis pas bien, je me dis ça va, ça vient, c'est comme les vagues, le flux, le reflux. Je n'ai pas d'attente inconsidérée et je n'ai pas d'exigence démesurée. Je ne me fais pas violence et j'essaie de ne pas juger trop sévèrement ceux qui ne vont pas bien ou ceux qui ont très peur dans des passages difficiles qu'ils vivent. Je peux peut-être être plus compréhensive. Et tu penses que tout le monde devrait aller voir un psy ? Non, pas forcément. Non. Non, tout le monde ne doit pas aller voir un psy. Mais c'est vrai que les personnes qui vont mal, elles ont quand même tout intérêt à se faire aider. Parce que donc on peut essayer de trouver des solutions soi-même, mais la présence attentive d'un tiers désintéressé, moi je la recommande. Et donc je ne peux pas recommander tout et n'importe quoi. Donc je crois que il y a beaucoup de personnes qui peuvent proposer de l'aide, et donc auxquelles je ne ferai absolument pas confiance. Maintenant, j'aimerais aborder une autre très grande épreuve dans ta vie. Donc, tu as eu un cancer du sein. Est-ce que tu voudrais peut-être nous raconter comment tu as vécu ce diagnostic et comment tu as vécu toute la chimiothérapie, radiothérapie, etc. Je crois que je savais que j'avais un cancer, mais que je refusais de le reconnaître. Tu veux dire que c'est comme si tu avais eu l'intuition sans avoir de symptômes ? Non, je crois que je savais que ce n'était pas une intuition, que j'avais un cancer, mais je ne voulais pas voir la vérité en face. À partir d'un certain moment, il y a eu un déclenchement. J'ai accepté l'idée d'avoir un cancer, et c'est vrai que ça a coïncidé exactement avec la période à laquelle je devais faire le fameux dépistage, et donc je n'ai pas été très étonnée. Bon, ça a été un choc. Parce que en fait, physiquement, tu avais remarqué quelque chose, c'est ça ? J'avais remarqué quelque chose, mais je n'avais pas voulu le savoir. À partir du moment où j'ai bien voulu le voir, les choses sont allées très vite. J'ai fait l'examen et le docteur m'avait dit « Ah, mais donc c'est super, il y a rien ». Alors je lui avais dit « Mais donc là, vous avez vu ?» Il dit « Ah, oui, et donc il a recommencé l'examen. Et donc là, effectivement, il m'a dit « Ah, il faut faire une biopsie. » Et puis 3 jours après, j'avais les résultats. « Ah, c'est un cancer. » C'est vrai que j'ai bien pleuré 5 minutes. Et puis après, je me suis dit « Ah, mais tu le diras à personne. » Et le temps que je prenne les transports en commun, que je rentre chez moi, je me suis dit « Mais donc, tu ne peux pas ne pas le dire. C'est pas possible, tu vas pas pouvoir le cacher. » Et puis non, ça ne se fait pas, ça ne va pas. Mais pourquoi tu voulais le cacher, tu parce que je me disais autour de moi ça va être dramatique. Moi je vais me débrouiller, mais j'avais l'impression que ma famille allait porter le deuil. Pour moi, il n'en était pas question. Moi, je me disais mais donc c'est pas quelque chose d'agréable, mais donc je vais faire avec. Et comme je l'ai dit, j'ai pleuré 5 minutes après avoir appris la nouvelle. Mais bon, après, ça allait mieux. Les choses étaient évidentes pour moi. Je n'allais rien dire à personne et j'allais tracer ma route et et vaincre la maladie. Et il n'y avait pas de questions à se poser. Et puis arrivé chez moi, je l'ai dit. J'ai dit à tout le monde, donc ne faites pas cette tête-là, on est au 21e siècle, on est à Strasbourg, on est en France,
Et donc, c'est un cancer du sein, donc il n'y a pas de raison, ça va le faire. J'ai beaucoup d'atouts dans ma manche. Mais donc, tu n'as jamais eu peur que ça finisse mal? Ça m'a peut-être effleuré, mais j'étais quand même décidée à être bien le plus longtemps possible. Voilà. Et donc finalement, tu n'as pas eu d'autres crises de larmes ou d'émotions fortes comme ça Si, bien sûr, parce que je n'avais pas idée du chemin que j'allais devoir parcourir. C'est vrai qu'à certains moments, ça a été très difficile, décourageant. À certains moments, j'ai perdu pied. Mais je ne me suis jamais écoutée bien longtemps. Je pensais toujours que il pourrait y avoir du bon par la suite. J'ai connu des tas de choses positives grâce à la maladie. C'est vrai que pour moi, l'hôpital, c'était un monde inconnu. Mais c'est vrai que j'ai été subjuguée par la qualité des médecins, des infirmières, du personnel hospitalier, par leur bonne volonté, leur force, leur négation, etc. La maladie m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de choses. J'ai découvert des choses, de belles choses, que je n'aurais peut-être pas vues, pas connues si je n'avais pas eu ce parcours. Tu veux dire donc au niveau de la nature humaine, c'est ça? Oui, déjà au niveau de la nature humaine, et c'est vrai que j'ai connu des personnes malades également, que j'ai trouvées admirables, des conjoints, des enfants qui étaient malades. Ça m'a ouvert les yeux. J'ai découvert l'art-thérapie, j'ai découvert des tas d'activités, j'ai découvert des associations, j'ai découvert des personnes qui avaient d'autres maladies ou qui traversaient d'autres épreuves. Oui, je dois dire que j'ai été admirative bien des fois. La maladie, bien sûr, a des côtés terribles et peut-être terrifiantes, mais on peut trouver un bon côté à l'épreuve. Et donc, moi, je dirais que connaître cette épreuve m'a appris beaucoup de choses. Et tu disais que tu étais admirative de beaucoup de personnes. Est-ce que tu as ressenti aussi de l'admiration pour toi dans cette épreuve? Des sentiments d'admiration pour moi, non, mais c'est vrai que je me dis que j'ai géré le mieux que je pouvais. Je me suis rendu compte qu'à certains moments, c'était difficile, que je n'allais pas bien, je me sentais perdre pied. Je me suis raisonnée. Et le fait de m'être raisonnée m'a permis de retrouver le sourire, d'aller mieux, de savourer de bons moments. Et je me suis rendu compte à quel point j'avais bien fait de ne pas me laisser couler. Parce que donc, oui, j'ai vu à quel point c'était facile de décrocher. Et je me suis rendu compte également quel bonheur c'était simplement de pouvoir partager un café avec des personnes, etc. Et quelle importance un petit moment pouvait revêtir. Là, je me dis, oh là là, etc. Cette petite heure autour d'un café, etc. D'avoir raconté des sottises, de s'être dit des mots gentils. Qu'est-ce que c'était agréable, qu'est-ce que c'était bien. Et se dire que les petites choses insignifiantes peuvent revêtir une importance démesurée. Une pâquerette peut avoir autant d'importance qu'un bouquet de roses. Et alors, est-ce que tu dirais d'une certaine manière que finalement ça a changé ton rapport à la vie, c'est ça? Ça, c'est peut-être un peu présomptueux de le dire, mais c'est vrai que je crois avoir mis de l'eau dans mon vin. Et donc, tu as évoqué le fait d'avoir qu'il y a eu cet élément, ce moment de
oui, presque déclencheur ou ce moment fort, en tout cas où tu as senti que tu acceptais le fait d'être malade. Et je sais que tu m'en avais déjà parlé, que voilà, c'était vraiment pour toi un cadre très important en fait d'accéder finalement à cette acceptation. Et est-ce que, je sais pas, tu aurais un conseil ou quelque chose pour des personnes qui sont dans une situation un peu compliquée, qui ont du mal justement à accepter ce qu'ils vivent? Je crois que c'est quelque chose de personnel. Dans un premier temps, il y a un sentiment de colère qui peut s'installer, qui est très très fréquent, et je dirais que ça n'est pas forcément quelque chose de négatif. Je crois qu'on a le droit d'être en colère contre la maladie, on a le droit d'être en colère contre le monde entier. Le problème, c'est que lorsqu'on ne sort pas de la colère, et que la colère vous habite tellement qu'à un moment, qu'elle vous parasite, qu'elle vous phagocyte. La colère, c'est quelque chose de très porteur, je crois de très positif, à partir du moment où on s'en sert comme d'un tremplin pour passer à autre chose. Parce que donc la colère peut être tellement forte qu'elle peut vous donner une énergie folle pour vous battre contre la maladie ou contre vous-même également, parce que donc il y a des choses que l'on sait ou qu'on devine inconsciemment qui sont néfastes pour soi. Je crois qu'on sait si on entretient avec soi-même une relation négative, si on se plonge dans le négatif. Et ça, effectivement, je crois qu'il faut éviter à tout prix. Et à ce moment-là, si on sent qu'on nage dans le négatif, là, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide pour vous sortir de là. Parce que à partir du moment où vous allez pouvoir transformer ce négatif en une force qui vous porte, il y a beaucoup de bon à saisir. On va s'ouvrir d'autres portes et on va s'ouvrir d'autres horizons. Le fait d'avoir traversé la maladie, quelle que soit la manière dont on l'a gérée, c'est comme une médaille, hein, donc c'est quelque chose par où on est passé, qui a été éprouvant, mais dont on est sorti vainqueur. Donc on peut changer sa vision de choses et on peut s'autoriser des choses qu'autrement on aurait été tellement raisonnable qu'on ne se serait jamais accordé la possibilité de se donner la permission de faire ou de penser ou d'agir. Et est-ce que tu dirais que, alors depuis cette expérience, tu t'autorises plus de choses, tu te permets d'être moins raisonnable qu'avant? Je ne sais pas, peut-être. En tout cas, il y a beaucoup de choses que j'ai revues. Je sais que le temps est compté et que ça n'est pas forcément un drame, parce que donc je peux profiter d'une chose minuscule qui m'apportera énormément aujourd'hui. Et donc tu as découvert entre autres le Qigong et l'art-thérapie qui t'ont beaucoup apporté. Oui. Est-ce que quand tu étais enfant, est-ce que la peinture, le dessin était quelque chose que tu aimais déjà beaucoup et que tu avais oublié, que tu as redécouvert, ou que c'est quelque chose que tu as complètement découvert? Non, c'est vrai que je sais que j'aimais le dessin quand j'étais enfant. Mais donc j'avais totalement oublié. La pratique sportive, par contre, ça n'a jamais été mon fort, mais il y a toujours eu un attrait, une attirance et puis peut-être un questionnement. Eh bien là, c'est vrai que je sais que je ne serai jamais une sportive émérite, mais ça n'a aucune importance. Je me fais plaisir, je ressens le bien, je sais que ça n'est pas parfait, mais je savoure et ça suffit à mon bonheur. Et pour la peinture, qu'est-ce que tu préfères peindre? Quelle est ta technique préférée?
Ah, ce que j'aime bien, c'est l'aquarelle. Avec l'aquarelle, j'ai trouvé quelque chose qui me séduit infiniment, peut-être parce que je joue avec la couleur et je joue avec l'eau. Et c'est quelque chose, effectivement, peut-être d'extrêmement ludique, comme lorsqu'on est enfant. Et le résultat est secondaire. Je m'absorbe totalement dans le moment. C'est vrai qu'il y a une abstraction totale qui se fait de l'extérieur. On oublie ses soucis, on oublie de penser, on se construit une espèce de bulle merveilleuse, tout en couleur, tout en douceur. Et on peut en sortir, on peut y rentrer, c'est quelque chose de très élastique, de malléable, de très agréable. Le résultat importe peu. Il y a tout un cheminement qui vous procure du bien-être. Avec le temps, je me suis accordé l'expérimentation, l'échec, le ratage. Ah bah ça c'est pas beau, je recommence, je mélange, je suis moins fermée aux possibilités, je suis bien plus gentille avec moi-même. Oui, le résultat est beaucoup moins intéressant que le cheminement. De quoi es-tu le plus fier dans ta vie jusqu'à maintenant? Ah, une des choses peut-être qui me porte, c'est de me dire que je peux toujours ouvrir une porte demain et découvrir quelque chose et me donner la permission de voir, de dire, de faire. Parce que j'étais une petite fille très corsetée et je n'avais que très très peu de liberté d'action et de liberté de penser. Et donc là, je me dis, avec l'âge, maintenant, je me rends compte que ce que je n'ai jamais eu, maintenant, je me le donne. Quelle est la chose la plus folle que tu aies fait dans ta vie? Je ne crois pas avoir fait de choses folles dans ma vie. La seule chose que je m'accorde, c'est uniquement celle de mettre un peu de fantaisie dans mon quotidien. C'est mettre de la fantaisie dans son habillement, dans sa manière de parler, mettre beaucoup de rire dans son quotidien. Pour moi, c'est quelque chose de parfaitement sain et de hautement recommandable. Donc je ne vois pas ça du tout comme quelque chose de fou, non. Est-ce qu'avant il y avait des choses qui te faisaient peur qui maintenant ne te font plus peur? C'est vrai qu'il y avait j'avais beaucoup de peur. J'avais peur du vide, j'avais peur des ascenseurs, j'avais peur des chiens, j'avais peur de beaucoup de choses. Donc là j'ai quand même apprivoisé un bon nombre de mes peurs. J'ai appris à apprivoiser beaucoup de mes émotions négatives, à ne pas me laisser enfermer par elles. Est-ce qu'il y a encore actuellement une peur ou un frein que tu aimerais dépasser? Ah oui, par exemple, là, je me suis posé à plusieurs reprises dernièrement la question apprendre à nager. Je me suis dit non, pas apprendre à nager, pas à mon âge. Et puis d'un autre côté, pourquoi pas. C'est vrai que je me sens portée par des envies autres. Et je me demande si ces envies ne vont pas être plus fortes que mes freins. Ah bah je te le souhaite. Merci. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir quand tu étais plus jeune? Oui. J'ai eu peur très longtemps. En fin de compte, cette peur que j'ai traînée avec moi m'a emprisonnée très longtemps et m'a freinée, et je n'ai sûrement pas pratiqué
autant que je l'aurais voulu, pas fait toutes les découvertes que j'aurais eu envie. Si on a une envie, surtout, il ne faut pas se laisser brider par sa peur. On peut s'arranger avec beaucoup de choses, et donc la peur est une très mauvaise conseillère, et donc une casseuse de rêves. Oui, je trouve que c'est une très belle phrase, je la retiens. La peur est une casseuse de rêves, c'est vrai. Est-ce que tu aurais envie d'exprimer quelque chose au sujet du thème de la maternité ou de la parentalité? Ça fait partie des choses qui vous aident à vous dépasser et qui vous ouvrent sur des horizons inespérés, inattendus. Et c'est tous les jours de la vie, même quand les enfants sont grands. Il y a quelque chose de très bien comme ça, parce que donc à un moment on se dit nos enfants vivent leur vie et on peut passer à autre chose. Mais c'est vrai que la vie que vivent nos enfants peut se révéler surprenante. Ils sont confrontés à des tas de choses auxquelles nous n'avions jamais pensé. Et c'est une source d'imprévu et d'enrichissement permanent. Okay. Merci beaucoup. J'aimerais te proposer de rêver grand. Si tout était possible, à quoi ressemblerait pour toi le monde idéal, le monde rêvé? Alors, le monde rêvé, ce serait forcément une démocratie, parce que donc, je crois que la démocratie, c'est peut-être pas un bon système, mais c'est le meilleur qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Moi, je souhaite que la majorité des personnes puissent vivre en démocratie pour qu'elles puissent faire des choix éclairés et qu'on ne leur impose pas des systèmes qui les brident et qui les brisent. L'utopie, ce serait que tout le monde ait de quoi subsister et avoir une vie digne et avoir droit à une éducation et ne pas être écrasé par un système totalitaire qui brise l'âme et le corps. C'est une utopie qui aide à se lever tous les matins en se disant il faut penser qu'on peut faire un petit peu quelque chose pour des personnes qu'on ne connaît pas, qui vivent très loin de nous, ou des personnes qu'on ne connaît pas et qui vivent proches de nous. Est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais faire passer? Je crois qu'une des meilleures choses à faire, à vivre, à découvrir, c'est le partage. C'est-à-dire que même si on est très heureux avec son conjoint dans son coin de jardin, je crois qu'il est très important d'être en contact avec d'autres personnes qui ne sont pas des amis, qui ne sont pas de la famille, et de participer à quelque chose de commun avec elles, et de participer de manière plus ou moins régulière. C'est parce que je crois qu'on peut faire de très bonnes choses, d'excellentes choses tout autour de soi, et je crois que à partir du moment où on sort de son cercle de confort, qu'à ce moment-là, on peut peut-être poser des jalons pour quelque chose. Ouais, c'est un très beau mot de la fin, je trouve. Mais je vais te poser une toute dernière question. Oui. Est-ce qu'il y aurait une musique ou une chanson qui t'a vraiment apporté à une période de ta vie ou fait particulièrement sens pour toi ou... Une chanson que j'aime bien, c'est Les eaux de Mars de Moustaki. Merci beaucoup, c'était super. Un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racines, c'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil.
Alors, on le crée ce nouveau monde ? Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à en parler, à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et à me laisser des commentaires. D'autres pourront ainsi le découvrir à leur tour et c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. Et puis, c'est aussi une manière de mettre votre pierre à l'édification de ce nouveau monde. Et si vous voulez aller plus loin et me soutenir financièrement, vous pouvez me faire un don sur ma page Tipeee. Pour en savoir plus sur le podcast, rejoignez-moi sur Instagram ou sur Facebook. On se retrouve dimanche dans 2 semaines pour le prochain épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à danser avec le vent du changement.